Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici les titres du jour. On commence par regarder ensemble un nouvel épisode de la série La Famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire Le Clémy. On voit ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Dorit Naon est avec nous aujourd'hui. Bonjour Dorit. Hello. Bienvenue sur le plateau. Quel va être l'objet de votre chronique du jour? Aujourd'hui, on va parler de l'expérience du chat de Schrödinger. On voit ça dans un instant. Et puis notre grande question du jour, comment utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation en produisant notamment du contenu rapide sur les réseaux sociaux. C'est le projet porté par le journaliste Thomas Huchon, aidé de l'agence de création Brainsonic, et ils sont nos invités aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'émission. Bonjour Mathieu. Bonjour. Thomas, vous êtes journaliste, réalisateur et enseignant, auteur de l'ouvrage Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux, spécialiste du web, des infox et des théories complotistes, entre autres. Et Mathieu, vous êtes directeur général de Brainsonic. Vous avez créé avec Thomas le premier média utilisant uniquement des avatars et l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation. Tout ça, on en parle dans un instant, juste après le focus. On commence d'abord par regarder un nouvel épisode de la série La Famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire Le Clémy. Au programme aujourd'hui, Juliette va subir les conséquences d'un like malencontreux. Mieux vaut réfléchir évidemment à 2 fois avant de liker n'importe quoi. Bah, qu'est-ce qu'il y a, ma grande? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai trahi ma meilleure copine. Muriel? Ah, Muriel Maïwen, ça fait 4 fois que je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille de la classe t'a mis une photo sur les réseaux sociaux pour se moquer des roues. Et moi, sans faire exprès, j'ai liké. Et maintenant, elle veut plus me parler. Bah oui, elle tape tellement vite sur mon clavier qu'elle s'est même pas rendue compte de la boulette. Et t'as qu'à supprimer ton like. Mais c'est trop tard, elle l'a vu. C'est pas très grave non plus. Tu sais que ça peut être apparenté à du harcèlement. Pauvre Muriel. Je confirme, vu le texto que j'ai reçu juste après, c'est tendu comme un câble. Bon, écoute, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu vas aller la voir chez elle, en vrai, les yeux dans les yeux. Tu vas lui expliquer, t'excuser et voir comment tu peux réparer ça. Non, 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 c'est la loose. Carrément. J'aimerais pas être à ta place, hein. Oui, on croit que c'est pas grave. On like, on partage, sans vérifier si ça n'a pas causé du mal. C'est le début du harcèlement, les amis. Et on risque des poursuites judiciaires à jouer à ce petit jeu-là. Alors mon conseil, ne likez pas n'importe quoi. Et ben voilà, tout s'est arrangé. Elle est sympa, cette Muriel. Christelle? Cyrielle? Michel? Gisèle? Allez, tout autre sujet à présent maintenant. Comment lutter efficacement contre la désinformation? Eh bien justement, pour y parvenir, nos invités recommandent de muscler notre esprit critique et de remettre en cause nos croyances. Ils sont nos invités du jour. Ils vont nous le montrer par l'exemple, vous allez le voir, on en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc, ils sont à nos côtés aujourd'hui en plateau pour en parler. Thomas Huchon et Mathieu Cruc. On va commencer avec vous, Thomas, si vous le voulez bien. En janvier 2015, avec le soutien de la plateforme Spicy, vous avez organisé la traque de ceux qui répandent des fausses informations, fondées notamment sur des théories complotistes, afin de comprendre comment ils sont organisés et surtout comment ils font circuler des histoires complètement aberrantes qu'ils publient. Vous avez donc mis au point un appât, vous avez créé un complot comme ils le font eux pour prendre leurs créateurs à leur propre piège. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment vous y êtes pris? Tout ça, ça vient d'un premier constat, c'est que les grands médias professionnels, les journalistes, mais c'est aussi vrai des grands partis politiques, n'ont pas été sur Internet. C'est-à-dire que c'est un média qui a fait peur, la technologie a fait peur. On ne voulait pas y aller, il y avait quelque chose de dévalorisant à produire du contenu sur Internet dans tout le début des années 2000 et même le début des années 2010. Petit à petit, on s'y est mis, mais on a eu un temps de retard. Et on a eu un temps de retard sur qui? Sur ceux qui n'avaient pas accès aux médias, qui étaient bien souvent les extrêmes politiques et les complotistes, les négationnistes, tous ceux qui racontaient absolument n'importe quoi, souvent dans des bouquins vendus un peu sous le manteau ou dans des librairies un peu particulières et très éclatées. Mais là, avec Internet, tout ça trouve une caisse de résonance maximale avec, le fait que on donne du contenu qui n'est pas disponible ailleurs, donc ça crée une forme de curiosité. Bien sûr. Et 2, des systèmes informatiques, des algorithmes, qui vont, en cherchant à capter notre attention, plutôt pousser les choses choquantes, clivantes, qui font peur, et qui sont, bien entendu, les contenus plutôt de désinformation. Aujourd'hui, on appelle ça fake news.
Avant, on parlait simplement de théorie du complot. Et donc, effectivement, avec une bande de journalistes, on a essayé, à la fin de l'année 2014, début de l'année 2015, de comprendre cet univers. On était des journalistes et on voulait comprendre comment ça fonctionnait sur Internet et surtout comment fonctionnait la diffusion d'une information sur Internet et en l'occurrence une information fausse. Et donc on a créé notre propre fake news, notre propre théorie du complot, un truc un peu dingue qui disait que le sida a été créé par la CIA pour s'attaquer à Cuba, que c'est la vraie raison de l'embargo de l'île et que pendant cette période de l'embargo, eh bien en fait, les Cubains auraient trouvé le vaccin contre le sida et donc la fin de l'embargo de 2015, la fameuse poignée de main Barack Obama, Raúl Castro, eh ben tout ça c'est mensonger. C'est juste parce que payés par Big Pharma, François Hollande et Barack Obama veulent voler le vaccin aux Cubains pour en faire un intérêt industriel et potentiellement géopolitique. Nous, et ça a marché. Oui, ça a marché. En même temps, on s'est infiltré dans la complosphère en créant un faux personnage numérique, donc un faux personnage sur les réseaux sociaux, qui a donc diffusé cette histoire. Et là, un certain nombre de personnes ont repris ce truc-là, des sites internet complotistes qui ont pignon sur rue, qui faisaient 1 voire 2 millions de visiteurs uniques par mois, ont même fait des hagiographies de mon faux personnage en disant que c'était un lanceur d'alerte qui cherchait à dire la vérité. Ah oui. Non, ça a été très loin. Et nous, on a enlevé ce contenu-là d'Internet parce qu'on n'est pas des fous et qu'on voulait faire une expérience journalistique en temps réel. Et depuis, effectivement, ce documentaire, il a été plus loin qu'une simple information. Il est devenu une forme de projet pédagogique qui est utilisé dans les écoles. Notamment, effectivement. Pour démêler le vrai du faux et débusquer les théories du complot comme vous l'avez fait, Thomas, Mathieu, vous avez créé avec Thomas un avatar et un média. Ça s'appelle Anti-Fake News AI, que vous présentez tous les deux comme un nouveau programme d'information qui se sert de l'IA pour lutter contre la désinformation. C'est une première pour un média en France. Et je voudrais, pour l'illustrer, qu'on regarde cette vidéo. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et vous allez voir, c'est impressionnant. Ce que l'on peut faire en 2024 est hallucinant. Je peux prendre la voix de Jean-Luc Mélenchon. Ou celle de Gabriel Attal. Voire même celle d'Angèle, pourquoi pas. Autant vous dire qu'avec les élections américaines qui approchent... Jag kan till och med prata på svenska, det är helt galet. Il va falloir redoubler de vigilance en 2024 sous peine d'être totalement en mode... Balance ta fake news. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est ma voix au début et à la fin de cette vidéo. Et j'apprends que je sais parler suédois, notamment. Mathieu, dans la vraie vie, je n'ai jamais dit ce qui a été prononcé par votre avatar, Thomas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a synthétisé les voix des gens qui sont... les voix des célébrités qui sont à l'écran. Et aujourd'hui, il faut savoir que synthétiser une voix, c'est extrêmement simple à faire. Ça paraît de la science-fiction, on a l'impression de convoquer les meilleurs films de science-fiction. Pour autant, synthétiser une voix, moi je peux le faire sur le trajet dans le métro. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité. Vous avez besoin de quoi pour ça ? Des extraits J'ai besoin d'un échantillon de bonne qualité de la voix de la personne, idéalement avec le niveau de qualité, on va dire, sonore de ce que je veux en faire. Et après, alors si, par exemple, c'est un échange journalistique, je vais enlever les voix qui ne m'intéressent pas pour que je vais faire un bout à bout de la voix pour avoir du coup de la dynamique. Et une fois que je vais faire ça, je vais créer un modèle de voix de la personne et lui faire dire à peu près ce que je veux. Soit en tapant un texte, première solution, soit en lui mettant une autre voix. Donc par exemple, moi je vais parler et je vais appliquer le modèle de voix, ce qui va faire changer ma voix tout simplement. D'accord, donc ça change aussi le ton et ce qui permet notamment de me voir moi en train de parler suédois. C'est ça, Thomas ? Exactement. Oui, effectivement, hier on a fait cette petite expérience pour vous et ça nous a pris un quart d'heure peut-être maximum à tout casser. Et le plus long, c'est souvent de trouver cet échantillon de voix. L'idée, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On ne fait pas ça pour vous faire dire n'importe quoi, ni pour vous faire parler suédois, même si ça vous va particulièrement bien. Mais on fait ça pour montrer que ça existe, pour montrer que c'est possible. Nous, on part d'un principe, c'est que pour se protéger d'une potentielle mauvaise utilisation d'une technologie, il faut savoir qu'elle existe. Le premier rempart face à la désinformation en intelligence artificielle, c'est de savoir que ça existe. Parce que immédiatement, si vous savez qu'il est possible de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, si vous entendez quelqu'un dire n'importe quoi, vous allez vous interroger. Vous allez dire, tiens, mais attends, est-ce que c'est vraiment elle qui a dit ça ? Parce que ça me paraît quand même tellement gros. L'un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a des personnalités publiques qui disent parfois des trucs tellement lunaires qu'on a l'impression
qu'ils ont été modifiés par une IA alors que ce sont eux qui parlent. Je pense bien entendu à l'ancien président américain Donald Trump ou à d'autres personnalités politiques qu'on a vues ces dernières années dire des choses absolument dingues et en plus, je ne vais même pas dire pas vraies, mais pas sourcées ou pas basées sur des faits. Ouais. Hein, on ne va même pas aller sur le champ de la vérité, on va juste dire de baser sur des faits. Et je crois que voilà, notre idée, c'est de produire du contenu d'information contre les fake news, mais aussi de faire de la pédagogie sur cette nouvelle technologie et son application dans l'univers de l'information. Encore une fois, il y a un vrai danger. On en est tous conscients et on n'est pas des savants fous qui faisons n'importe quoi, même si il y a un côté pas ludique, mais on prend du plaisir effectivement à découvrir tout ça, à défricher ces univers. Il y a quelque chose, on se sent un peu, je veux dire, c'est Indiana Jones avec un clavier d'ordinateur, quoi. On est en train de découvrir des trucs qui sont complètement dingues et qui vont très très vite et surtout qui ont une forme de réalisme absolument bluffant. Et donc il va falloir qu'on comprenne tout ça. Il va falloir qu'on fasse beaucoup d'éducation et de pédagogie. C'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. C'est aussi pour en parler. Ben oui, mais je crois que c'est très important que la peur face à ce truc-là ne nous empêche pas de réfléchir. La peur, c'est un sentiment qui a quelque chose de très bloquant pour le cerveau humain, sur lequel jouent d'ailleurs très bien les désinformateurs, les fake news et tout. On pourrait parler de la mécanique du cerveau hein, qui est utilisée pour nous manipuler. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire de la pédagogie, faire comprendre et défricher les outils avec l'idée aussi, comme on en parle souvent avec Mathieu, de se dire que ceux qui vont avoir une mauvaise utilisation de l'IA vont l'utiliser. Et donc, si nous, on ne comprend pas cette machine, eh ben, on ne verra pas ces mauvaises utilisations. Donc, il y a vraiment une double réflexion sur ce sujet-là. Et on essaie de tester des choses pour arriver à faire un petit peu d'éducation là-dessus, quoi. Vous parlez d'éthique. Mathieu, effectivement, vous n'avez pas pu me faire dire n'importe quoi dans cette vidéo. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'avatar de Thomas qui utilise votre voix. Donc en fait, avec votre voix, juste la voix, je peux vous faire dire pourtant n'importe quoi. Ce que je ne peux pas faire simplement, on peut le faire mais de manière détournée, c'est prendre une image de vous et à l'image avoir votre visage, votre corps, donc vous en image, couplé à votre voix. Les deux ensemble, c'est un peu plus compliqué. Ça demande des techniques un peu différentes qui sont plus compliquées à mettre en œuvre. Nous, on essaye de faire des choses qui sont quand même dans le respect de la légalité. Aujourd'hui, créer un avatar avec les solutions qu'on exploite nécessite le consentement de la personne. Donc, si je veux créer un avatar de vous, j'ai besoin que vous donniez votre consentement en vidéo avec un code unique pour que la machine se déclenche. Ce qui est assez normal, ce qui évite à tout le monde de faire des deepfakes pour faire une vidéo de Trump qui dit n'importe quoi ou de Biden qui dit qu'il vote Trump. Ce qui, dans un contexte où déjà il y a une forte remise en question et un doute permanent, ne va pas aider la confiance. Le souci est tant que si on commence à douter de tout, très vite, il y a un gros sujet démocratique. Le souci sur le sujet de l'IA, parce que très vite, ça touche un peu à l'intégrité des gens. Quand je commence à synthétiser la voix de quelqu'un, moi je le vois bien, je fais beaucoup de formations. En fait, les gens, il y a quasiment une sorte d'attaque ad hominem quand on parle de l'intelligence artificielle parce qu'on touche à des choses qui étaient vraiment ce qui faisait la singularité des êtres humains, leur image, leur voix, ce qu'ils étaient capables de produire, une image. Et aujourd'hui, en fait, des machines peuvent le faire. Donc, en fait, c'est très troublant. Il n'y a pas d'équivalent. Et donc, ça force à réfléchir beaucoup. Et globalement, la société n'a pas tellement réfléchi à ça. Et donc, c'est un bouleversement qui est ultra rapide. Forcément, des gens qui sont sous contrainte ou qui ont envie d'asseoir une idéologie vont s'employer de ces technologies. Donc, très rapidement, on va avoir des mauvaises utilisations parce que les gens... voilà. Et que des utilisations plutôt intéressantes, bienveillantes vont arriver en décalé des mauvaises utilisations. Et donc c'est ça le risque, c'est que finalement à un moment on mette tout ça dans le panier en disant tout l'IA c'est pas bien et que en perception ce soit perçu comme ça alors que ça ouvre des opportunités qui sont hyper intéressantes, y compris dans la formation. Opportunités dont on va continuer à parler dans un instant. D'abord on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
When you get stitches, a doctor threads a needle through your wound and pulls it tight to close the skin. As the stitches hold the edges together, the wound becomes inflamed as new cells begin to repair the tissue. Afterwards, connective tissues and collagens start to create skin. Then, blood vessels form to nourish these developing tissues, filling in the area. And over a few weeks, the wound will have healed together and the stitches are removed. Just let us know when you guys are ready to tap out. She's not moving. All about bounces. Is it a girl? Artemis. Nice. Retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités Thomas Huchon et Mathieu Cruc. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui vous allez nous parler de l'expérience du chat de Schrödinger. Vous nous expliquez? Oui, c'est une expérience menée par Erwin Schrödinger en 1935. C'est une expérience de pensée, donc on précise bien qu'elle n'a jamais été réalisée. Il n'y a donc pas eu d'animal maltraité. L'idée de cette expérience était de placer un chat et une fiole de poison dans une boîte. Dans cette boîte, il y avait aussi un atome instable, puisqu'il peut se comporter de deux façons. Soit il ne se passe rien, soit la fiole explose. C'était quoi le but de cette expérience? Alors, c'était d'illustrer les paradoxes de la physique quantique à l'échelle humaine et il aurait pu prendre un électron ou un atome comme exemple, mais ça n'aurait parlé à personne. Au lieu de ça, il a choisi d'imager avec un chat tout mignon et l'idée, c'était de dire qu'il n'y a aucun moyen de savoir si l'atome instable va faire exploser la fiole ou pas. Donc, si le chat était un objet quantique, on pourrait dire qu'il est à la fois vivant et mort parce que selon la théorie de la superposition quantique, c'est tout à fait possible. Dis donc, alors est-ce qu'il y a une solution à cette expérience, Dorit? Oui, ça serait d'ouvrir la boîte tout simplement pour être fixé et savoir si le chat est mort ou vivant. Et quand le professeur Schrödinger ouvre la boîte, on parle alors de décohérence quantique parce que la situation ambiguë où on ne sait pas si le chat est mort ou vivant se résout immédiatement une fois que la boîte est ouverte et parce qu'il est forcément l'un ou l'autre. Alors, il y a une hypothèse qui a été émise par le CNRS concernant cette expérience. Dorit, apparemment, on est prêt à basculer dans le spirituel. Totalement. Oui, selon le CNRS et le physicien Aurélien Barraud, l'expérience de Schrödinger révèle la possibilité d'univers parallèles. Ça commence en 1950 avec un jeune physicien de Princeton, Hugh Everett, qui propose une interprétation incroyable. Il existerait un monde où le chat est mort et un monde où le chat est bien vivant. Et ces deux mondes sont réels, mais n'interagissent plus entre eux. Si on rapporte ça au jargon scientifique, la conséquence, c'est qu'à chaque interaction d'un système quantique avec un système classique, il se produirait une bifurcation en plusieurs univers parallèles. Ça peut paraître complètement loufoque, pourtant il y a eu un sondage qui a été fait chez les physiciens théoriciens qui montre que de plus en plus d'entre eux considèrent cette version comme une version possible. Alors on peut aussi se demander pourquoi il a pris un chat pour cette expérience. Est-ce que vous avez la réponse? Alors il n'y a rien d'officiel, mais il y a souvent une hypothèse qui est reprise. Ça serait en référence à Alice au Pays des Merveilles, donc le célèbre roman de Lewis Carroll, qui a donc ce chat a la possibilité d'apparaître et de disparaître.
Dorit, je crois qu'il y a aussi une autre expérience dans le même courant philosophique que vous voulez nous partager aujourd'hui. Oui, c'est l'expérience du philosophe irlandais Berkeley qui a répondu à une grande question. Un arbre fait-il du bruit quand il tombe si personne n'est là pour l'entendre? C'est une question qui peut paraître enfantine, mais qui pourtant a intrigué les plus grands penseurs pendant des siècles. Il y a eu un article de la BBC sur le sujet et ça reprend totalement le schéma de pensée de l'expérience de Schrödinger. Je cite, « S'il n'y a personne pour l'entendre, il n'y a pas de son, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de son ou d'ondes acoustiques qui ont un effet sur l'environnement. » Ce qui est intéressant pour le philosophe, c'est que la question nous fait réfléchir à la relation entre la physique et le monde extérieur par rapport à ce qui se passe dans notre esprit. On rentre encore dans le spirituel. Hein. Oui. Et je crois d'ailleurs qu'il avait une façon de penser très tranchée, spécifique et atypique sur le sujet, non? Oui, complètement. Alors pour lui, les choses n'existent pas du tout sans la présence d'un esprit. C'est Eleanor Knox, philosophe physicienne du King's College de Londres, qui en parle pour la BBC. Elle dit « C'était un idéaliste qui pensait que finalement, si l'arbre tombe dans la forêt sans observateur, il ne produit aucun son parce que les arbres ne tombent pas de la forêt sans observateur parce qu'il n'y a pas d'arbres finalement. » Donc, ça paraît un petit peu alambiqué, mais finalement, ça rejoint le schéma de pensée d'un autre philosophe de la physique quantique, donc Brian Roberts, qui est « Existe-t-il un moyen de prouver que le monde extérieur existe réellement ?» Alors, peut-être finalement qu'on est dans un rêve philippine et que rien n'est réel, qui sait? Effectivement, je vous voyais réagir, Thomas. Peut-être que ce n'est pas moi, finalement. C'est ça, finalement. C'est votre avatar, dans les Thomas. Sims. Oui, c'est ça. On est vraiment dans le métaverse, mais en tout cas, c'est passionnant. Complètement. Merci beaucoup, en tout cas, Dorit, pour cette chronique. Et puis, on continue à parler intelligence artificielle et avatar. Vous allez voir tout de suite dans la deuxième partie du talk. On continue d'en parler avec nos invités. Thomas Huchon, journaliste, réalisateur, enseignant, auteur de l'ouvrage Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. Et puis notre deuxième invité, Mathieu Cruc, directeur général de Brainsonic. Alors Thomas, une start-up américaine a lancé récemment une chaîne d'information internationale, ça s'appelle Channel One, entièrement présentée par des journalistes en images de synthèse, ce que je ne suis pas. Le résultat est digne des meilleurs effets spéciaux, c'est assez bluffant puisqu'ils reproduisent même la gestuelle typique des présentateurs télé. Est-ce que vous pensez que mon métier, cette émission par exemple, est menacée? Non, je crois pas. Je crois que c'est faire une erreur de considérer que l'outil va tuer le métier. Il va le changer, ça c'est sûr. C'est certain qu'il y a tout un tas de choses qu'on fait aujourd'hui dans le monde des médias qui sont plutôt des tâches un peu automatiques, un peu mécaniques, entre guillemets, qui vont être remplacées par des machines. Mais je vous dirais, c'est un peu la même chose que quand dans le monde de l'impression, de l'imprimerie, on est passé du mec qui posait les petites lettres en métal pour les imprimer à des machines qui ont fait des rotatives et permis d'imprimer des journaux à une vitesse et à un rythme totalement différent. Moi, j'ai commencé, je suis pas si vieux, mais j'ai commencé ce métier à l'époque à Radio Classique. On découpait les bandes avec des ciseaux, on les collait avec du scotch. Donc, ce métier-là, il n'existe plus. Aujourd'hui, on a des bancs de montage numériques sur lesquels on découpe les choses et on continue à faire de l'information. Donc, c'est le progrès. Je crois que déjà, ça serait illusoire d'imaginer que on revient en arrière du progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'IA, elle est là. Et l'IA, elle est là depuis des années dans tout un tas de services qu'on utilise toute la journée. Tous ceux qui nous disent « Ah, surtout pas d'IA », je pense qu'il faut qu'ils déposent leur téléphone et qu'ils arrêtent de commander à livrer de la nourriture chez eux, qu'ils arrêtent de faire leurs courses en ligne, qu'ils arrêtent d'utiliser un logiciel de navigation pour se déplacer quand ils sont en voiture. Tous ces outils utilisent de l'IA. Il faut qu'ils arrêtent les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, la recommandation algorithmique, elle est aussi poussée par des IA. Donc, je crois que la technique, elle est là. La techno, elle est là. Donc, on a deux choix. Soit on va vivre dans une grotte et on arrête tout, mais à ce moment-là, je crois qu'on arrête aussi le métier de journaliste. Soit, on considère que cette technique, elle est là et que, comme nous, on a un petit peu décidé de le faire, on essaie de l'utiliser et parfois même de l'utiliser contre elle-même. Nous, on va aussi être en capacité de produire des vidéos très vite pour lutter contre tous ceux qui fabriquent de la désinfo avec de l'IA et d'être capable de réagir peut-être plus rapidement qu'auparavant, ce qui va nous donner
du temps de cerveau pour faire notre métier. Notre métier, c'est pas d'appuyer sur des boutons. Et je dis ça avec toute l'affection et le respect que j'ai pour l'immense talent de tous les techniciens qui nous accompagnent. Mais je crois que les monteurs qui travaillent avec moi, ils préfèrent bosser sur un projet long sur lequel on réfléchit ensemble pour faire un beau documentaire, des contenus à très forte valeur ajoutée, que de faire des vidéos de 2 minutes 30 qui font 4 cm sur 4 cm et qui sont regardées sur un smartphone. Je crois qu'il y a un moment, appliquer à la fois les moyens et la difficulté technique de produire quelque chose dans les conditions de la télé ou du cinéma pour une vidéo de 2 minutes 30 qui dit que oui, on a vraiment marché sur la Lune ou non, la Terre n'est pas plate, je pense que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de moyens. On a peu de moyens pour faire le métier de journaliste. Et consacrons nos moyens intelligemment, finançons de l'enquête, finançons du travail de terrain, finançons de la formation, de la pédagogie, de l'éveil à l'esprit critique. Ça, c'est utile. Ça va servir les citoyens. Ça va leur permettre aux plus jeunes d'être demain des citoyens éclairés. Mais essayons d'utiliser ces techniques pour améliorer nos manières de travailler et les produits que nous allons fabriquer. Mais arrêtons cette espèce de panique totale. Moi, je vous le dis, quand on s'est rencontré avec Mathieu au mois d'octobre dernier, ça fait pas si longtemps, on faisait une conférence ensemble et moi j'étais plutôt le mec anti-IA et lui il était plutôt le pro-IA. Alors comment ça s'est fait justement ? Comme dans toutes les grandes comédies romantiques, au début ils se sont engueulés, après ils se sont parlé et puis à la fin ils se sont beaucoup aimés. Mais je crois qu'il y a... Vous savez, je crois que quand on travaille sur ces sujets et quand on essaye d'avoir de l'esprit critique, il faut être capable d'être convaincu par des arguments. Et en l'occurrence, moi, les arguments de Mathieu, ils m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu parce qu'ils étaient bons, qu'ils étaient valables. Et après, ça ne veut pas dire que j'ai pas de crainte, ça ne veut pas dire que j'ai pas de limite. Mais en l'occurrence, je crois que il y a un moment, il faut aussi vivre avec son temps. Et il faut aussi accepter de mettre un peu les mains dans le cambouis. Alors, c'était quoi justement vos arguments pour convaincre Thomas, Mathieu ? Alors, moi, je suis quelqu'un de plutôt naturellement enthousiaste, ce qui ne veut pas dire complètement inconscient. Mais je pense que pour se faire un avis objectif, il faut faire des choses, parce que finalement, la construction de sa pensée passe par le fait de faire les choses, pour avoir une pensée à peu près réfléchie. Le sujet de l'IA, pour moi, c'est un sujet de simplification. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui fait peur, c'est que c'est nouveau et on va voir forcément la réduction de certains métiers. Avant, on faisait comme ça, il fallait 6 personnes. Maintenant, sur certains sujets, une personne peut faire la même chose. Ça fait peur. Mais en même temps, ce qu'on oublie de voir, c'est toute l'économie qui va pouvoir se créer aujourd'hui. Quand un film d'animation, parce que c'est ce que le patron de DreamWorks annonce, que l'IA va permettre de réduire quasiment de 90% les coûts de fabrication d'un film. Donc, qu'est-ce qui veut dire qu'ils vont faire le même nombre de films ou ils vont en faire 10 fois plus ? Donc, en fait, il va y avoir un transfert de la valeur. Si on regarde ce plateau aujourd'hui, s'il fallait 50 techniciens pour faire cette émission, probablement qu'elle n'existerait pas. C'est parce qu'il y a de l'automatisation sur les caméras, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui sont aidées, qui permettent du coup de créer une valeur, et donc il y a une autre économie qui se crée, alors que si on était sur des schémas un peu plus traditionnels, ce serait trop coûteux à opérer. Donc, en fait, c'est vraiment un décalage de valeur, et on n'a jamais de problème à créer de nouveaux métiers. Tous les métiers du social media, tout le monde maintenant c'est acté. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Spécialiste ads manager. Alors, les gens se font du social media, j'ai aucun souci, mais c'est quand même des métiers qui sont extrêmement jeunes. Nouveau. Et donc, créer des métiers, ça pose peu de problème à personne. Mais dès lors qu'on dit le métier va disparaître, tout le monde s'inquiète. Moi, j'ai démarré ma carrière, je faisais du flash, qui est une technique qui n'existe pas. Heureusement que je ne suis pas parti à la retraite. Qu'est-ce que c'est que le flash ? Le flash, c'était une technique d'animation pour faire de l'animation sur le web. Ouais. On pouvait faire des CD-ROM, des bannières, etc. Puis à un moment... Des CD-ROM Ça existe encore. C'était juste après la peinture sur les grottes de Lascaux. Donc bref, c'était une techno qui était très majoritairement utilisée. Et puis à un moment, Google a dit, maintenant, en fait, je ne diffuse plus Flash sur Google. Enfin, sur le navigateur. Donc en fait, la techno, elle est morte parce que... Vous avez été obligé de vous adapter. J'ai fait autre chose, je me suis formé. Et donc tout le sujet, c'est la formation, parce que si on est en mode j'ai peur, du coup on n'est pas dans une dynamique d'action, donc on n'est pas dans l'expérimentation. Et c'est vraiment un sujet de sérendipité. Donc c'est finalement, je trouve des idées par la pratique. C'est je vais trouver autre chose que ce que je suis venu chercher. Aujourd'hui, ce qu'on fait à l'agence avec de l'IA, c'était pas du tout prévu qu'on fasse ça. C'est parce qu'on a monter les marges progressivement qu'on a dit tiens on peut faire ça, ah bah tiens on peut faire ça, peut-être qu'on peut connecter les deux trucs ensemble, ah bah tiens on peut faire un avatar, peut-être qu'on peut faire ça, peut-être on peut faire de la formation du coup. Donc en fait l'acte de faire a de la valeur. Et trop souvent, et je le vois souvent, les gens essayent d'avoir quasiment leur business plan projet à l'avance en disant bah mon but c'est d'arriver à ça tout de suite avec les étapes, alors qu'en fait moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai jamais su ce que je cherchais. Par contre j'étais dans l'action à faire des trucs.
sachant que l'idée vient en faisant. Et donc ça, c'est ce que j'encourage de faire, c'est que finalement, il faut pratiquer parce que les idées viennent du fait de pratiquer. Et ne pas avoir peur. Le sujet de l'intelligence artificielle aussi, et je voudrais terminer sur cette question, c'est les fake news, c'est les deepfakes. Est-ce que vous pensez, Thomas, que plus les jeunes passent de temps sur les réseaux sociaux, plus ils ont tendance à croire en des théories complotistes? On a reçu il y a quelques jours... Ça me fait penser à un passage que j'ai vu sur votre antenne. Exactement, monsieur Oulou Garcia, qu'on a reçu pour son nouveau livre « Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton ». Un passage de son interview a été diffusé sur nos réseaux sociaux et vous avez souhaité le commenter aujourd'hui. Mais oui, je crois que c'est aujourd'hui, enfin pensez aujourd'hui que les réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité dans la diffusion et donc dans la croyance, dans toutes les fake news et les théories du complot. Là, franchement, c'est vivre dans une grotte. Déjà, il y a énormément de documentation qui montre que le fait d'être exposé à cette désinformation crée fatalement une forme de faiblesse intellectuelle. Donc, en gros, si on vous expose à des théories du complot complètement dingues, ça va faire en sorte que celles qui ont l'air à peu près sérieuses vont être beaucoup plus crues que si vous n'étiez pas exposé à des choses dingues. Donc déjà, ça c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est qu'on a tout un tas de données qui nous montrent que, par exemple aux États-Unis, les gens qui pensent que la Terre est plate, le croient majoritairement, mais extrêmement majoritairement, à 90%, parce qu'ils ont vu circuler l'idée que la Terre était plate dans des vidéos sur YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce qu'ont permis les réseaux sociaux, cette liberté d'expression merveilleuse, reconnue par tous, en fait, ça a créé un autre truc un peu inattendu, qui est que s'il n'y a pas de responsabilité de celui qui parle, et donc qu'en gros, on peut dire n'importe quoi, les gens vont dire n'importe quoi. Ouais. Et pire, ces machines vont, pour capter notre attention, plutôt mettre en avant le n'importe quoi que sa contradiction. Et donc, si vous vous demandez si la Terre est plate, naturellement, on va vous répondre qu'elle est plate et on va vous encourager là-dedans. Et on va en plus créer une espèce de deuxième mécanique qui est que on vous enferme un peu dans une bulle de filtre et donc vous ne voyez que des choses que vous croyez déjà un peu et pire, vous ne voyez que des gens qui croient un peu comme vous. Donc ça a un deuxième effet sur le cerveau humain qui est que déjà, je crois n'importe quoi, mais en plus, je suis persuadé que j'ai raison parce que tout le monde pense comme moi. Donc je suis pas du tout d'accord avec ce que ce chercheur a dit, mais bon, tant mieux. C'est aussi la chance de vivre dans une démocratie pluraliste dans laquelle on peut avoir des idées, des opinions différentes. Mais je crois qu'il y a quelque chose de dangereux à laisser ces réseaux ne pas assumer leurs responsabilités éditoriales. Je ne crois pas du tout que ce sont des tuyaux. Je crois que ce sont des médias et que comme les autres médias, ils doivent être responsables de ce qu'ils diffusent. En tout cas, ce que nous ont montré les 10 dernières années, c'est que quand ils n'assumaient pas cette responsabilité, ça avait des conséquences terribles, pas uniquement sur le monde de l'information, sur la démocratie. Trump, le Brexit, Bolsonaro, l'Italie, Salvini, ce que font les Russes en utilisant ces réseaux pour attaquer les démocraties occidentales avec des opérations d'influence dissimulées, ce que font les Indiens, ce que font les Chinois. On a un vrai problème et il va falloir à un moment encore dans ce monde qui est un peu un Far West, que le shérif débarque et qu'il mette un petit peu les points sur les i. Merci beaucoup. En tout cas, Thomas, pour ce point de vue passionnant. Le complotiste, vous l'aurez remarqué, donne une réponse très simple à une question qui reste toujours très compliquée. Il est essentiel de comprendre pour le combattre. Merci en tout cas à tous les deux. Thomas Huchon, je rappelle que vous êtes journaliste, réalisateur et enseignant, auteur de l'ouvrage Anti-Fake News, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux. Et Mathieu Cruc, merci encore d'avoir été parmi nous aussi, directeur général de Brainsonic. Merci à vous aussi, Dorit, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV. Bonne journée.